Et bien voilà, nous arrivons maintenant au terme de notre découverte de .NET 9. Alors prenez vos cachets d'aspirine parce que cette fois-ci on va attaquer directement C Sharp 13, la BCL, les outils de tooling et le SDK. Bref, on va aller au plus profond de .NET. Allez, c'est parti! Bien, et ben bonjour et bienvenue pour ce dernier épisode sur les nouveautés de .NET 9. Alors aujourd'hui, prenez vos cachets d'aspirine puisqu'on va parler des Non. nouveautés de C Sharp et de la Blast Class Library et du .NET SDK, enfin de tout ce qu'il y a de neuf dans le moteur de .NET. Et pour ce faire, on a deux personnes qui nous ont rejoints. On a, venant du Canada, Gérald de Barré, bonjour. Salut. Microsoft MVP, catégorie développeur technologie depuis 2020 et auteur du fameux blog mesiantou.net, où il y a plein de petites astuces. Je conseille à tout le monde d'aller le voir. Et nous avons un spécialiste de C Sharp, en la personne de Patrick Smakia, bonjour. Salut. CEO de Ndepend et donc qui vend le logiciel du même nom, Ndepend. J'ai vu d'ailleurs que pendant la .NET Conf, il y avait une session sur Ndepend qui avait Ouais, été, un qui avait été jouée. Singapourien qui en a parlé, c'est intéressant. Ouais. On a Ouais, des clients à Singapour, j'aime bien il a là-bas pas, les gens. il a pas dit trop de bêtises dessus? Non, ça va, non, non, c'est Ça très va? bien. Non, non, j'ai regardé. J'ai pas tout compris, l'accent chinois, des fois ça partait un peu. Mais, mais bon. Bien, eh ben on va attaquer tout de suite donc avec les nouveautés de C Sharp 13. La première chose, Patrick, tu voulais nous parler des semi-auto properties. Voilà, alors ça fait partie, on a C Sharp 13, hein, c'est à peu près toutes les versions qui améliorent un petit peu, enfin qui rajoutent un petit quelque chose sur les propriétés, dont les propriétés getSet, hein, qu'on Ouais. utilise tout le temps. Donc là, en fait, ils ont rajouté une petite syntaxe sympa. Semi-auto property, ça fait un peu annonce savant. Moi, je sais pas, peut-être je l'aurais appelé autrement, mais simplement, ça veut dire qu'on peut utiliser le keyword C Sharp field dans le get et le set, donc dans le body Mhm. des méthodes, hein, ou des lambdas, puisque ça peut être aussi des lambdas, des get et des set, on peut utiliser le mot-clé field pour faire référence au background field. Comment on l'appelle déjà? C'est pas background field, c'est Baking field. backing field. Backing field. Backend, ouais. Donc, comme vous savez, quand on a get set, quand on met juste get set avec un point virgule directement, sans body, c'est ça, le compilateur C Sharp. Si on n'est pas dans un cas abstrait, bien sûr, le compilateur C Sharp derrière, il nous crée le backing field. OK. Le gros avantage de faire get set, soit dit en passant, c'est de pouvoir mettre un breakpoint dessus. Comme ça, Mhm. on voit quand est-ce qu'on accède à notre champ en accès écriture ou lecture. Les deux, selon tu mets ton breakpoint. Donc là, maintenant, tu peux rajouter un body et dedans, tu peux mettre field. Comme ça, tu n'as pas besoin de déclarer toi-même ton champ. En général, underscore, le nom de la propriété. Juste une petite limitation que j'ai vue, c'est que, par exemple, si dans le set, tu mets field, enfin, si dans l'un des deux, tu utilises field, ben, l'autre, il ne peut pas être juste déclaré avec un point virgule. Il va t'obliger à mettre... sinon, il ne sait pas si c'est abstrait ou pas. En fait, Mhm. il sépare. Donc, soit les deux sont soit ta get, point virgule, set, point virgule, ok, Mhm. soit tu as les deux avec du body. Ou alors, sinon, tu n'en as qu'une seule, si tu es read only ou write only. Ouais. Donc, petite feature sympa qui va économiser quelques keystrokes, Ouais. je ne sais plus le dire, C'est là, c'est je pas- fais mon c'est- c'est- Jean-Claude Van Damme. c'est pour les feignants, ça. Voilà, exactement. Et puis un petit détail, c'est dans C Sharp 13, cette feature-là, elle est encore en preview. C'est-à-dire que pour pouvoir l'utiliser, il faut utiliser dans son CS Proj, il faut mettre long version preview, pas 13 là. Ah Ah ouais? bon? Ouais, parce qu'il y avait je Au pense jour que d'aujourd'hui? ouais, il y avait de ce que j'avais vu dans les discussions Roslyn, parce que je suis un peu ce qui se passe dans les issues, là. Ils se trade jusqu'à vraiment la fin. Il y avait encore des changements sur comment les types nullables sont gérés sur le keyword field. Et je pense que pour ça, ils sont peut-être pas encore 100% sûrs que comment ça doit
interagir avec field, avec bon, le bah, keyword c'est field. la première fois que j'entends que ça déborde puisque là, c'était quoi la présentation? C'était vers le 17 novembre par là. Ouais. Là, on Ouais. est le 3 décembre, donc ouais, Mais il y quand avait même. encore des discussions en octobre, il y avait des discussions sur comment c'est le type nullable. Donc, je pense pour être juste sûr, ça ne veut pas dire que la fonctionnalité ne marche pas et qu'on ne peut pas l'utiliser. Honnêtement, il n'y a jamais de problème. C'est Il y a des edge compilateurs, cases, quand ils font des choses, ça marche très bien. Là. C'est juste pour être sûr que si jamais ils se disent finalement, on s'est un peu trompé sur les types nullables, bah, ils n'ont pas c'est figé ça dans le langage. Quoi. D'accord. Ok, très bien. Ok. Donc, Vous un êtes- cas limite. Ouais, c'est vrai que en plus c'est une feature ils en discutent depuis un certain temps. Je crois que dès la fin de C# 11, ils en parlaient déjà de Ouais, cette quasiment possibilité toutes les d'essayer. features prennent plusieurs années à être implémentées. Ouais, C'est le temps ouais. de déjà trouver c'est quoi le bon design là. C'est parce que d'abord que c'est le keyword field qui va l'utiliser, parce que ça pose plein de problèmes. C'est déjà un field qui s'appelle field. Tu fais Oui, quoi? Ouais. Est-ce que tu le réutilises? C'est ce genre de choses. C'est pour ça que techniquement, ce ne sont pas des Oui, keywords, mais on ne l'a pas mentionné, mais il n'empêche que ça veut aussi dire que si tu ne crées pas ton champ, ça veut dire que ton champ, tu ne peux pas l'utiliser ailleurs que dans ta propriété. ouais. Ouais. Ça fait, donc, du coup, ça permet C'est de mieux scopé. scoper Ouais. le truc, de vraiment de dire tu l'utilises que dans ce cas-là. Ça aussi, en fait, c'est quand même assez important à préciser. Et tu ne peux pas l'utiliser. Donc, en fait, des fois, tu as envie d'avoir le fil dans les méthodes et des fois pas. Ok. Bien, on va avancer. Gérald, en C#, tu voulais nous parler de quoi? Ouais. Il y a une petite fonctionnalité qui va peut-être pas servir à grand monde en dehors des équipes de .NET, là, mais c'est ce qu'ils ont appelé les Overload Resolution Priority, donc pouvoir changer la façon. Enfin, en gros, quand tu n'as pas une méthode qui a en français, je crois que c'est surcharge, ça, Oui. overload. Oui. Ouais. On va essayer de le faire un peu en français pour te faire plaisir, Richard. Oui, merci. On sait que tu as toujours Oui. une petite aversion au mot anglais. Donc, mais en gros, quand tu n'as pas une méthode, le compilateur va trouver la méthode qui correspond le mieux aux arguments que tu passes. Et parfois, tu as des choses que tu aimerais pouvoir lui donner un peu plus d'informations pour dire préfère plutôt cet overload-là plutôt que l'autre. Typiquement, un exemple qui a été la source d'inspiration pour cette fonctionnalité-là, c'est par exemple quand tu utilises une méthode style debug.insert, qui avait une version qui existait avec juste un booléen, donc debug.insert ta condition. Ils avaient rajouté après coup une autre méthode, genre debug.insert ta condition et une string, avec un paramètre optionnel. Ce qui fait que si tu passes Ouais. juste une condition, et le paramètre optionnel, ça correspond à prendre l'expression du premier argument, en fait. Donc en termes de debug, ça donne beaucoup plus d'informations sur, au lieu de juste dire ta condition a failé, tant pis, ta condition a failé, voilà l'expression de ta condition. Donc c'est vraiment intéressant de pouvoir utiliser cette méthode-là. Mais le problème, c'est que si tu appelles juste debug.insert avec une condition, le compilateur il va prendre la méthode qui correspond le mieux à ce que tu passes, et donc la première qui n'a pas le paramètre optionnel. Et donc là, maintenant, on peut rajouter un attribut sur la méthode pour lui dire cette méthode-là, elle est plus prioritaire que l'autre. Si jamais tu as le choix entre les deux et que les deux correspondraient, prends celle qui est la plus prioritaire et tu peux lui dire laquelle c'est. D'accord. Donc ça permet d'utiliser la nouvelle méthode. Donc ça prend le temps de recompiler les applications pour utiliser la nouvelle sémantique. Mais ça peut donner plus d'informations en certains cas et surtout pour éviter les breaking change. Donc c'est pour ceux qui font des librairies principalement et qui Oui, veulent j'allais rajouter dire, ce genre de comportement là sans faire un breaking change. Ça veut dire que si tu recompiles du code où tu n'as rien touché, derrière, potentiellement, tu vas être bindé vers autre chose. Ouais, totalement. Ouais. D'accord. Ok, c'est intéressant. Ok, bon, j'avais pas vu ça du tout à l'intérieur. Ouais, non, moi non plus. Comme quoi tu sers à quelque chose, Gérald. Ah, merci. Ouais, c'est sympa. C'est pour ça que je suis invité aussi de temps en temps. Alors, dans la même veine, j'ai envie de parler du mot-clé params. Alors, je ne sais pas s'il y a beaucoup qui l'utilisent. Donc, en fait, params, c'est quoi? Ça existe depuis C# 1, vraiment la toute première version. Ils avaient dû trouver ça sympa. Bim, ils ont mis params. Donc, en fait, params, c'est simplement qu'on peut mettre un nombre indéterminé de paramètres à une méthode. Et qu'est-ce qui se passe derrière depuis le début, depuis C# 1? Il va nous créer un tableau, donc un array d'objets, et il va fourrer tous les paramètres dedans. Et dans le body de la méthode, on va se retrouver avec un array. Donc, on a la syntaxe c'est param avec l'array. On va se retrouver avec l'array. On pourra par exemple itérer sur les éléments de l'array, les traiter un à un, faire une somme, etc. Donc ça a marché comme ça jusqu'en C# 12. Mais il y a un petit souci avec ça qui fait que perso, moi, j'essaye de pas trop l'utiliser.
c'est que, ben, mine de rien, la création d'un array au runtime, c'est pas gratuit. Ok, c'est déjà il faut créer un objet sur le tas, sur le Mhm. heap, qui va derrière, ça veut dire qu'il va devoir être garbage collecté à un moment donné. Puis moi, ça me gêne de créer ça me gêne de créer un objet juste quand j'appelle une méthode. Vraiment, quand on appelle une méthode, c'est quelque chose qui doit être rapide. Bah là, quand même, tu te prends à la création d'un objet, et puis derrière, le garbage collector, il va encore travailler. Donc, ça veut dire que si tu appelles ta méthode dans un loop, bah, tu vas créer plein D'objets. d'arrêts à chaque fois, tu vois, donc c'est un peu embêtant. Donc ça, c'était une feature pas finie. Alors dans C# 13, ils ont réussi à la finir. Donc ils se sont un peu inspirés de quelque chose qu'il y avait dans C# 12, un peu des collections expressions. C'est-à-dire qu'en fait, tu peux passer ce qu'un read-only span, c'est-à-dire que tu peux déclarer ta méthode avec params, et derrière, au lieu de mettre un array, tu peux mettre un read-only span. Mhm. Ok. Alors, on va en reparler. D'ailleurs, on en reparle chaque année du span parce que c'est toujours ces histoires de ref, hein. Ça aussi, c'est un truc qui existait depuis le début et puis que maintenant ils mettent à toutes les sauces. Donc, en fait, l'idée derrière tout ça, derrière le mot-clé ref qu'on retrouve un petit peu partout, ref field, ref struct, etc., c'est simplement qu'on va utiliser la pile, donc la pile du thread, à des moments où avant on était obligé d'utiliser le Le heap. tas. Ouais. Voilà, Mhm. et l'avantage, ben, simplement, ça fait d'ailleurs sens quand on appelle une méthode d'utiliser la stack du thread, puisque c'est comme ça qu'on l'utilise quand on fait un passage de paramètres. Quand tu l'appelles avec une string et un entier, ben, la référence de la string, elle est copiée sur la stack, pardon, la référence de la string est copiée sur la stack, et la valeur de l'entier est aussi copiée sur la stack. Donc, et après, quand tu reviens sur la méthode appelante, ça dépile tout ça. T'as pas eu d'objet, c'est hyper rapide, c'est hyper efficace. Donc, là, cette efficacité, maintenant, on arrive à l'avoir avec le params keywords. Et pourquoi? Parce qu'en fait, on utilise le read-only span. Donc, le read-only span, c'est une ref struct. Donc, ça veut dire que c'est une structure qui ne peut vivre que sur la pile du thread. OK? Donc, chaque fois que vous entendez parler de span et de ref et de read-only span, ça veut dire que vous allez utiliser essentiellement la pile pour éviter des allocations. Donc là, maintenant, avec ça, ils arrivent à éviter des allocations. Donc là, il y a des histoires de résolution, un petit peu comme ce que tu disais avant, Gérald, parce qu'en fait, il va y avoir des collisions avec des méthodes. D'ailleurs, les deux features doivent être plus ou moins imbriquées, je pense. Je n'ai pas regardé, mais je pense que dans la BCL, ils ont Ouais, dû totalement. Ouais. annoter quand tu peux utiliser le read-only span, utilise-le, c'est mieux. Parce que comme ça, et de la même façon qu'on parlait au début, il suffit de recompiler ton code et au lieu de rediriger vers la méthode qui va créer des arrays avec params, ben ça va pas créer un array. Et pour la petite histoire, j'avais décompilé pour regarder un peu ce qui se passe. Et en fait, ça crée des arrays fixes. C'était quelque chose qui en avait dans C# 12. Donc simplement un array de taille fixe, puisque au moment où tu compiles, tu sais le nombre de paramètres que tu as. Tu en auras 7, 10 ou 15. Donc ça va créer un array de taille, pardon, un Un array span, raid, on va dire, de un taille raid de... fixe Mhm. que tu peux passer sur la pile. Donc c'est comme ça que la magie opère. Et juste pour terminer sur cette feature, en C# 12, tu avais des collections expressions qui sont très sympas. Donc simplement, tu peux avoir un read-only span très rapide avec deux brackets. Et dedans, tu mets tu mets 1, 2, 3, 4. Mais en fait, tu pouvais utiliser ça pour simuler le passage vers une méthode qui accepte un read-only span. Tu vois ce que Mhm. je veux dire? Ta Ouais, méthode, qui n'est pas params, hein, c'est du C# 12. Ta ouais. méthode, elle n'est pas params, mais elle appelle un read-only span bah, du type que tu veux, par exemple d'entier. Bah, tu pouvais appeler ta méthode avec juste les deux brackets. Mais maintenant, avec ça, dans la déclaration de la méthode, tu mets params et tu n'as plus besoin des brackets quand tu l'appelles. Il te l'a fait pour toi. Et techniquement, c'est Pardon? pas juste pour les read-only span, c'est aussi pour tous les types de collections qui sont compatibles avec les collection expression. Oui, Donc, des oui, bien sûr. enumerable ou ce genre de choses. On peut faire un Et params ils ont un peu enumerable. modifié la VCL, j'ai vu, pour l'instant, il y en a peut-être qu'une trentaine. Du type string, concat, etc. Les méthodes de la VCL qui acceptaient du params, ben maintenant, ils ont aussi une surcharge qui accepte le read-only span aussi, ou des types compatibles. Ok. Bon. Donc, ça, c'était donc pour... ça y est, j'ai perdu le truc. C# C'était pour les... 13 params, Ouais, pour les params et pour les ref trucs.
Alors, les restructs, donc on continue. Donc, petite amélioration, c'est comme les propriétés depuis C# 7, chaque fois ils nous font le coup, ils nous rajoutent un peu de restruct à droite à gauche. Donc, cette fois-ci, ils rajoutent pour la première anti-constraint générique. Donc, vous savez, on a les génériques constraints. Par exemple, on peut appeler un constructeur vide, ou alors ton objet, c'est obligé d'être une référence, une classe, ou alors c'est ouais. obligé d'être une struct, etc. Ou alors la plus courante, hein, c'est obligé d'implémenter une interface. Comme ça, tu peux utiliser tes types génériques. Ben maintenant, sur un type générique, tu peux lui rajouter l'anti-constraint. Donc, c'est une anti-constraint, pas une constraint. Allows restruct. Donc, ils ont dû beaucoup réfléchir. Ça a dû bien les embêter de mettre 3 mots comme ça, mais ils ne sont pas arrivés à quelque chose de mieux. Donc, en fait, ça veut dire que tu peux mettre un restruct à la place de ton type paramètre générique. Et pourquoi donc, c'est une anti-constrainte parce qu'en fait, ça veut dire que tu rajoutes quelque chose. Toutes les autres, elles ont enlevé quelque chose. Ça veut dire je te force à implémenter une interface, donc tous les autres, ils ne vont pas être bons. Je te force à être une classe, donc tous les autres, ils ne vont pas être bons. Okay. Et là, pour la première fois, ils rajoutent quelque chose ils mettent une constrainte qui rajoute quelque chose. Donc, ils appellent ça une anti-constrainte. Donc, ça a l'air tout bête, mais mine de rien, ça permet de passer des spans et des read-only spans. Okay, tous ces types compatibles. Et comme ces types sont très à la mode en ce moment, c'est intéressant. Alors, j'ai trouvé dans la BCL, .NET 9, un cas d'utilisation de ça, qui est le alternate lookup for dictionary. Ok, donc qu'est-ce que c'est? Oui, excusez-moi pour mon anglais, j'ai jamais eu un bon accent. Je fais la leçon aux enfants, là, je fais comme je peux, mais, mais ils ont mieux accent que moi, ça c'est bien. Ils font l'école en anglais, ça c'est mieux que moi. Donc l'alternate lookup, en fait, ça veut dire que tu peux donner un type compatible avec ton type clé. Alors l'exemple le plus bateau, bien entendu, si sur les ton type clé dictionnaires. c'est des strings, pardon? C'est sur les dictionnaires, ça. Sur les dictionnaires, ouais, dictionnaires. Ouais. Dictionnaires. Donc, sur les dictionnaires, très souvent, tu as des dictionnaires avec le type clé qui est string. OK. Et là, tu peux lui passer read-only char à la place de string. Et pour rappel, quand ils ont introduit. Qu'est-ce que je dis? Read-only span de char. Read-only span de char. Et pour la petite histoire, pour rappel, quand ils ont introduit ça, read-only span de char, ça devait être il y a 5 ans, 6 ans, quelque chose, 5 ans, je pense. Il y a des milliers de méthodes qui ont été rajoutées dans la BCL, parce que toutes les méthodes qui prenaient des strings, maintenant, elles prennent aussi des read-only char, des read-only span de char, pardon. Donc là aussi, pour rappel, un read-only char de span, c'est quoi? C'est quelque chose qui ressemble à une string, c'est simplement des caractères contigus en mémoire. Okay. Et l'énorme avantage que tu peux avoir avec ça, c'est que ça peut t'éviter, par exemple, de faire des substrings. Imagine que tu as plein de clés possibles. Toutes ces clés, tu les balances dans une énorme string, par exemple, qui fait 4 kilos, moi, j'en sais rien. Et en fait, les sous-strings, au lieu de faire substring, tu peux dire, ah ben non, moi je veux un read-only span de char de l'index 1300 avec un offset 16, par exemple. Tu vois, ça t'évite d'allouer une string. Et là, comme pour toutes les fois avant, le fait d'avoir des alternate lookup sur des read-only span de char, ça te permet de donner une clé sans forcément avoir à faire un substring. D'accord. Tu vois ce que je veux dire? Quoi. Une allocation, oui, voilà, toujours pareil, éviter de faire une allocation. Et donc, tu peux récupérer. Donc, il y a quelques méthodes qui ont été rajoutées pour ça au dictionnaire. Ça veut dire qu'en fait, tu vas te récupérer une struct qui est donc dictionary ticket value plus ou point, puisque c'est un sous-type public à un type nested, un type encapsulé public qui s'appelle alternate lookup, donc du nouveau type clé qui peut être read-only span de char. Okay. Et bien sûr, ils l'ont fait d'une manière où j'ai écrit un blog, on mettra tous les liens dans la vidéo, enfin, dans la description. Je me suis amusé à utiliser ça pour voir comment on peut étendre à ses propres types à soi. Ça peut être intéressant, par exemple, tu as un type personne. Les personnes, tu as des GUID, par exemple. Chaque personne a son GUID. Au lieu d'aller chercher dans ton dictionnaire
par une instance de personne, ben, tu peux te débrouiller d'aller chercher par une instance de GUI. Mhm. Tu vois, ça, qui est une valeur d'ailleurs de GUI. D'accord. Ok, bon, ça c'est vraiment de l'optimisation Ah oui, pour les ils font performances. ça à fond. Eux, derrière, ils l'utilisent. Tout à l'heure, d'ailleurs, je parlais d'une autre optimisation. Ils sont très, très axés pour optimisation grâce au grand Stephen Toub. Euh, Ouais. donc, tout le monde aime bien Stephen Toub. Il est là depuis très longtemps. Moi, je me souviens, ça faisait il y a 20 ans déjà, il écrivait dans MSDN Magazine. Ouais. Donc, c'est le super ingénieur en charge des performances qui, chaque année, te crée environ plus de 1000 performance improvement dans la BCL ou dans le runtime ou les deux. Et enfin, en tout cas, il chapeaute le truc. Chaque année, il nous pond environ 200-300 pages où il explique tout. Et pour la petite histoire, c'est intéressant, avec Scott Hanselman, ils ont fait une dizaine de vidéos sur YouTube qu'ils appellent Deep.net. Ok, Mhm. maintenant, Scott Hanselman, il fait un peu des infidélités, il va aussi avec d'autres gros gars comme lui. Mais celle avec Stephen Toub, je les ai toutes regardées, c'est super intéressant. Tu apprends plein de trucs et tu apprends plein de trucs sur la façon d'utiliser .NET, sur la façon de designer. C'est des grosses vidéos d'une heure et demie, mais très intéressantes sur Span, sur Link. À chaque fois, il déconstruit le truc, il dit pourquoi on a fait comme ça. Et en fait, il remonte et c'est super intéressant. Donc, je Oui, fais un peu la pub là, c'est gratuit, hein, ouais. mais c'est très intéressant pour ceux qui veulent un peu, qui sont déjà assez experts et qui veulent aller encore plus loin. C'est vraiment les vidéos qu'il faut regarder. Et c'est vrai qu'en plus, il intervient dans les projets de façon très concrète. Je sais que par exemple, dans Semantic Kernel, de temps en temps, on le voit apparaître et il fait des petites corrections pour s'assurer qu'il y a les optimisations au niveau performance qui sont bien utilisées à l'intérieur de la librairie. Ouais, ouais. Bien, bah on va continuer après ces RefStruct. Ouais, Gérald, on toi, peut rester sur les RefStruct un tout petit ah, peu. oui. On va pas aller quitter trop loin, mais c'est pareil, c'est finaliser des fonctionnalités déjà existantes, on va dire. Donc en gros, les RefStruct, comme elles doivent rester sur la, sur la pile, ouais, c'est dur de Mhm. faire l'extraduction en français en live là, Ouais, on est ouais. tellement Et moi habitué. aussi. Elles doivent rester sur la pile. Donc le compilateur doit donner cette garantie-là. Et donc il interdit des cas d'usage. C'est-à-dire, bah, quand il sait que ça va pas, enfin, qui devrait faire une allocation, si tu castes ou si tu fais des choses comme ça, il doit faire une allocation et donc il va de l'interdire parce que tu as dit que tu voulais pas ça. Et donc, bah, ils ont été un peu, comment dire, ils ont coupé un peu les coins ronds là en disant, bah, allez, par exemple, toutes les méthodes async, comme on sait pas trop et qu'il risque d'y avoir des allocations là-dedans, on va interdire les usages dans ces méthodes-là. Donc là, cette fois-ci, ils ont finalisé la fonctionnalité en disant, on peut être un peu plus précis que ça. Et donc, bah, tu peux utiliser maintenant, on va pouvoir utiliser des refstructs tant qu'on passe pas tant qu'on n'a pas de await au milieu de l'usage, il n'y a pas de souci, parce qu'on reste sur la même méthode techniquement. C'est Mhm. la façon dont ça va être réécrit, là, ça reste dans la même méthode. Donc on peut les utiliser dans ce contexte-là. Donc tu vois, c'est plus finaliser la fonctionnalité en autorisant un peu plus de cas où on est Mm. safe. Et donc ça va réduire des petits problèmes, parce qu'avant, pour pouvoir faire ça, il fallait faire potentiellement une autre méthode ou une fonction locale. C'est un peu désagréable, là. Maintenant, on va pouvoir l'utiliser plus simplement, là. Ok. Encore une fois, ça concerne sûrement pas grand monde, mais c'est Ouais. agréable. Moi, j'ai vu un cas Juste, d'usage dans mon code où je pouvais le changer. Je fais, ah, tant mieux. j'en profite qu'on est toujours sur RefStruct. Un petit truc que j'ai pas dit intéressant, c'est que quand tu fais allows RefStruct, ok, ta RefStruct, elle peut implémenter une interface. Et tu, non, elle peut pas implémenter une interface. Mais non, ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas de boxing. Ok, quand tu utilises une RefStruct en type générique paramètre, ok, Mhm. tu peux te dire, ah, mais il va y avoir un boxing. Ça veut dire qu'à un moment donné, euh, ta RefStruct, elle va être mettre sur la heap, ce qui est totalement impossible. C'est vraiment impossible. Encore une fois, il y a une vraie raison derrière, c'est parce que ça fait appel à quelque chose qui est très profondément ancré dans le CLR, qu'ils appellent les pointeurs gérés, qui ne sont ni des références ni des valeurs. Et les pointeurs gérés, c'est impossible qu'ils soient sur la heap, sinon il y a tout qui explose. Parce que les Ok. objets sur la heap, ils sont bougés Ouais. quand ça concate. Et pour éviter ça, en fait, il y a quelque chose, comme les génériques en .NET sont très bien faits, en fait, les structs, tu peux les utiliser sans boxing seulement quand c'est des types génériques, quand tu l'utilises à partir d'un type générique. Donc, faudrait peut-être montrer le code, mais bon, là, je vais pas partager mon écran. Mais tout ça pour vous dire que ça marche bien. Ça,
C'est bien foutu. Ok. Bon, c'est bon, les rêves trucs, on peut les oublier maintenant? Ouais, je pense qu'on va passer sur les choses peut-être plus utiles pour les gens, là, si tu as envie. Peut-être qui Oui. ont un usage un peu plus large, mais par exemple, on peut parler des locks, des nouveaux types, System Trading Lock, qui a Ouais. été introduit. En général, aujourd'hui, quand tu veux faire quand tu veux introduire un lock un peu global, tu fais souvent un objet. C'est vraiment un type, genre une Ouais. variable de type object. Ouais, Et new donc, tu object, perds un peu ouais. tu perds la sémantique de c'est quoi cet objet-là réellement là. Mhm. Donc, ils ont introduit un nouveau type, System Trading Lock, et le compilateur le comprend, ce type-là. Et donc, il y a une logique un peu différente pour comment dire, pour le convertir en code final, là. Et techniquement, ils disent que c'est un peu plus performant. À la limite, c'est peut-être pas le plus important. Je trouve que c'est vraiment la logique de la sémantique que tu donnes. Tu as un objet qui a vraiment un type lock. Et donc, c'est Mhm. beaucoup plus compréhensible de pourquoi tu vas l'utiliser, là. Mais il se trouve qu'en plus, c'est censé être légèrement plus performant, là. D'accord. Et ce type lock, il y a des paramètres ou pas? Non, Non, pas du tout, parce que ouais. Bon, Il n'est pas générique non plus, hein. Il n'est pas générique. non, non. Non, c'est mmh. vraiment pour. En gros, quand tu avais écrit new object, tu écris new lock à la place. Voilà. Mmh. Tu as Donc la même c'est une sémantique classe, derrière. hein. C'est un objet. C'est une classe, ouais. D'accord. Ok. D'accord. Et qui a OK. des méthodes dedans. Par exemple, tu as une méthode underscope, je crois, qui, elle, renvoie instruct. Parce que, voilà, performance, sûrement, tout ça, là. Dans les nouveaux types, Gérald, tu Dans en avais les, un dans autre? les nouveaux types, tu veux dire dans .NET? Ouais? Ouais. Puisqu'on à moins que sur C# vous aviez encore d'autres choses, mais Il reste, ouais. je pense, un tout petit improvement qui est genre un escape dans les strings. Là, tu peux faire Ouais. /E. C'est Mmh. c'est pour ceux qui ont de l'encoding ANSI pour la console, potentiellement, ça peut être utile. Parce que si tu vois tous les exemples sur Internet, ils disent toujours /E et en code derrière, là, pour mettre de la couleur ou des choses comme ça. Mmh. Bon, ce sera plus simple à copier-coller, mais bon, ça change pas le monde, là, Ouais. on s'entend. Euh, mais ouais, donc dans .NET, il y a pas mal de petites nouveautés qui ont été introduites. Euh, Par exemple, il y a des améliorations sur le JSON, par exemple, désérialisation JSON principalement. Ou Mmh. par exemple, si tu mets une propriété tu la marques comme required, par exemple public required string name, si cette propriété-là n'est pas dans le JSON, tu auras une erreur à désérialisation. Il va te dire que le JSON ne matche pas ce que tu as dit. Ce pire qu'elle ne peut pas être nulle, hein. C'est required, c'est juste elle est présente. Mmh. Et tu as une autre partie qui a été introduite aussi, qui est le respect est-il nullable. Donc, si ta propriété, tu la marques comme non nullable en C#, si tu désérialises quelque chose et que c'est nul, tu as une validation qui est faite. Et donc, ça permet d'avoir c'est un schéma qui correspond mieux, enfin, une validation pour être sûr que tu ne désérialises pas n'importe quoi, là. Donc, je trouvais ça assez intéressant. Mmh. Il y a également des nouvelles options pour la sérialisation, des possibilités de nouvelles options, notamment sur l'identité, l'indent oh là, le retrait, L'indentation, ouais. voilà, voilà, Donc, ce des genre choses de qui servent choses. quasiment à rien, on va dire. Parce qu'en général, Ouais, quand tu sérialises, si tu es en debug, tu peux mettre tu sais, ouais. indent, puis bon, ça rend joli, là. Mais en général, tu sérialises quand même sans indentation, que c'est de la place comment dire, pour les raisons de performance, là. Donc Oui, vraiment, puis, si tu écris un fichier, bon, je suis pas sûr que ce soit enfin, j'arrive pas trop à voir l'utilité. L'orientation par défaut correspond quand même pas mal à ce qui est admis comme étant la coding standard, on va dire. ouais. Si tu as l'option web par défaut, je sais plus, JSON option point web, où là, tu as le camel case qui est ajouté automatiquement, quoi. C'est ça, ça t'évite de le refaire toi-même. C'est pas Ouais. enfin, tu étais déjà capable de le faire, on va dire. C'est juste une simplification. Je crois qu'il y a aussi le support comment dire, des enums en tant que string, là où tu peux changer la valeur attendue maintenant. On peut dire que si tu as une valeur d'enum qui s'appelle Toto, tu peux dire, tu peux mettre une attribut au-dessus pour dire, quand tu sérialises, écris pas Toto, mais écris patate à la place. Mhm. Voilà. Pareil pour désérialiser. Donc ça, ça évite un converteur custom, là, que beaucoup de gens avaient, je crois. Il y a une petite chose intéressante, là, comme d'hab. Ils améliorent JSON à chaque version, là. Ouais. Tu as aussi un schema exporter Ouais. qui permet Ça, c'est pour notamment, ils ont fait des améliorations dans l'ASP.NET Core pour. Ils voulaient enlever une dépendance sur. Je crois que c'est Swagger. Ah, Swagger, ils l'ont enlevé, plus oui. le nom du package là. Ouais. Ils voulaient enlever ça, donc ça implique de pouvoir générer un schéma.
de ton objet. Et donc, ils ont introduit cette fonctionnalité-là dans .NET où tu peux créer le schéma JSON pour un objet donné, un type donné, donc via le JSON Schema Exporter. On va dire que c'est plus pour ASP.NET Core que ça a été fait que pour être dans .NET en tant que tel. Je trouve que c'est la place logique pour le mettre, donc c'est accessible à tout le monde. Là. Oui, d'ailleurs, dans les templates, maintenant, il y a la possibilité de ne plus prendre Swagger par défaut comme générateur de documentation. Après, il y a des limitations. C'est pas du 1 pour 1 là. C'est pas change et ça marche. Là. Faites attention si vous migrez. Ça veut pas dire que ça va pas marcher, mais il peut y avoir c'est assez complexe. Là. Les gens ont souvent des customisations spécifiques à Swagger, donc il faut être sûr de bien rapporter ça dans le nouveau système. Là. Ouais, et d'ailleurs, t'as pas l'interface qui est générée automatiquement, et ils te disent si vous voulez avoir une interface qui permet de tester vos API, comme se fait Swagger UI, ils disent utilisez Swagger UI. Bon, mais enfin. C'est ça, mais c'est juste un fichier HTML, ça. C'est pas très compliqué à importer. Ouais. Mmh. dev.net. Richard Clark. Ok. Un petit truc intéressant. Ouais. Là, pour le coup, ça va vraiment. Alors, c'est du RESTPAN, et pourtant, ça va s'adresser à la masse. Donc ça, c'est intéressant. C'est qu'en fait, ils ont pas mal amélioré dans des cas d'utilisation majeure de Link. Ils ont bien amélioré les perfs. Et il y a des exemples où, là aussi, on mettra le blog le blog que j'écris à ce sujet en référence, mais des fois, ça va 10 fois plus vite, 100 fois plus vite. Enfin, sur des petits exemples, mais des trucs bien communs. Alors, comment ils ont fait? Alors, il y a deux grosses optimisations. La première, c'est que dans leur implémentation de Link, ils ont une méthode qui s'appelle try-get-span, qui n'est pas pour nous, hein, elle est interne, mais du coup, il faut un peu décompiler pour comprendre. C'est-à-dire qu'en fait, sur la séquence que tu lui donnes, hein, donc le enumerable que tu lui donnes, il va essayer de voir s'il y a moyen d'obtenir un span à partir de cette collection, de cette séquence, pardon. Cette séquence n'est pas une collection, enfin, pas toujours en tout cas. Et s'il peut avoir un span, il va itérer sur ce span. Et là aussi, j'écris encore un autre blog post. Là aussi, si vous avez des cas des loops forts à optimiser, sur lesquels vous voulez vraiment plus de performance, sachez que si vous obtenez un span sur le ray ou la liste, par exemple, ça va aller plus vite. Donc en fait, c'est la façon de faire marcher for ou for each le plus vite possible, encore plus vite que l'utilisation bateau. Juste pour rappel, un span sur un array, c'est facile. Je parle d'un array sur un heap, c'est facile, puisqu'un array, par définition, c'est que ce soit les références ou les valeurs, elles sont contiguës en mémoire, même si parfois ça bouge. Mais par contre, un span sur une liste, c'est un peu plus difficile, parce que rappelez-vous, une liste, elle détient un array en interne. Mais si tu commences à ajouter des éléments, l'array peut être sizé, enfin il ne va pas être sizé, il va simplement être réalloué, un nouvel array, à la bonne taille, plus grande ou plus petite. Et du coup, si toi, tu as ton span sur le array en interne, c'est pas bon. Donc ça, c'est un petit truc à rappeler. Donc pour ça, après, c'est pas un problème ici, parce que vu que tu fais juste du read-only, normalement, quand tu utilises LinkQ, donc tu n'es pas censé arriver dans ce cas-là où tu es en train d'énumérer ta collection pendant que quelqu'un est en train de la modifier. C'est que tu as un problème. Après, la liste n'est pas prévue pour. Il faudrait vraiment peut-être chercher le truc. C'est ça. Mais le type liste n'est pas prévu pour être thread safe, donc t'assumes là. Si tu fais n'importe quoi, c'est ton problème. Si tu fais n'importe quoi, tu peux avoir des bons bugs bien nasty. Donc ça, encore une fois, span, ils arrivent et il y a certains cas d'utilisation, ça va vraiment beaucoup plus vite, hein, des trucs tout simples. Et une autre façon qu'ils ont d'optimiser, en fait, ils se sont créés toute une ribambelle d'itérateurs. Donc, on ne va pas rappeler tout ça, mais en gros, quand tu fais for each, tu as enumérateur qui te donne le i énumérable qui va te donner l'énumérateur. OK. Et l'énumérateur, sa fonction, c'est celui qui va être utilisé dans for each. Quand tu utilises for each dans ton C#, qui va permettre au suivant. Et en fait, on sait tous que Link, c'est souvent utilisé
avec des where select, par exemple, le cas d'utilisation le plus bateau. D'abord, tu vas faire ta clause where, après, tu vas faire ta clause select. Et en fait, ils arrivent à détecter au runtime quand tu as ce genre de choses, quand tu as du where qui est directement suivi par du select. Et là, ils vont t'assigner, au lieu d'avoir un itérateur pour le where et un itérateur pour le select, ils vont être capables de t'en donner qu'un seul. Donc ça, c'est un cas d'utilisation, il y en a une quarantaine. Par exemple, si tu fais un truc du type, tu sortes ta collection, donc tu vas, je ne sais même plus le mot en français, tu l'as Tu la tries, hein. du plus petit au plus grand, tu la tries, bien sûr, voilà. Des triabules, voilà, des trucs d'étudiants. Tu fais ton triabule sur ta collection, et si à la fin tu veux choper le max ou le min, ce qui est un peu bête parce que ça coûte cher de trier, alors que faire le max, obtenir le max ou le min, c'est juste un passage sur ta collection, bah lui, il va être capable de voir ça et il va te mettre un itérateur, il va skipper le tri, qui ne sert à rien puisque tu récupères jamais le résultat du tri, et il va directement te redonner ton max ou ton min. Ok, donc avec ce genre d'astuce, sur des choses qui sont un peu courantes, bon là moi je serais plutôt partisan de faire un analyseur Roslyn quand tu as un sort et derrière un min, d'ailleurs il doit exister je pense, Ouais. mais en tout cas ils peuvent rattraper ça encore, s'ils n'arrivent pas à rattraper ça au compile time, ils vont rattraper ça au runtime et ils vont t'assigner un itérateur plus rapide, Ouais, plus efficace. Ray Sharper qui te le propose. Oui, tu as aussi Ray Sharper qui Ouais, le fait. ok. Ouais. Mais donc c'est au runtime qui fait cette Là, on parle optimisation, de c'est pas. runtime. Hein. Ouais. D'accord. Là, on parle de runtime. Il y a une espèce de traversal de ta requête link et il va assigner les itérateurs qui vont bien. Enfin, s'il peut en faire qu'un seul, c'est encore mieux. Une autre optimisation qu'ils font, mais ça, je pense qu'il a déjà depuis longtemps, c'est que celui qui implémente enumerable et qui implémente itérator, c'est la même classe en fait. Ça évite d'allouer un objet pour en avoir deux. Ouais, j'ai vu, ils ont rajouté aussi un count by, un aggregate by. Bon, ça, Oui, ils rajoutent toujours des petites méthodes comme ça. Je pense Ouais. qu'il ferait mieux de les rajouter d'un coup. Là. Chaque fois, il y en a qui s'amusent à faire des blocs. Ah, imaginez-vous, on a aggregate by maintenant, c'est incroyable. Ça serait bien qu'une fois pour toutes, ils nous les mettent toutes. Et Ouais. voilà, quoi. Dans les autres choses qu'ils ont ajoutées, j'ai vu qu'ils avaient rajouté le task.whenEach. Ouais. Alors, Bah, l'idée de ce truc-là, en gros, ce qu'apprend, ce que les gens font en général, c'est que tu as un task.whenAll. Donc en gros, quand tu as plusieurs tasks et que tu as envie de les awaiter toutes et de continuer, bah, tu crées tes tasks. Alors, task.run et un troisième. Puis comme ça, tu as trois tasks qui partent et tu as envie de les attendre. Tu fais task.whenAll de tes trois tasks. Donc là, bah, ça continuera une fois que les trois ont complété. When-each, l'idée, c'est de dire, bah, j'ai envie de faire quelque chose dès qu'il y en a une qui est faite. Quelle que ce soit la première, la deuxième ou la troisième, pas important. Dès qu'il y en a une qui complète, donne-moi le résultat de cette task-là et puis je vais faire quelque chose. Puis après, j'attendrai la suivante et ainsi de suite. C'est pour ça que c'est un await for each qu'il faut faire dessus. Comme ça, dès qu'il y en a une qui complète, tu as l'instance de la task qui a complété et tu peux faire quelque chose. d'accord. Personnellement, j'ai pas d'usage de ça pour le moment, mais clairement, il En peut en cherchant avoir dans bien, certains cas. Là. Ouais, tu peux Ouais. imaginer, je sais pas, enfin, je dis peut-être n'importe quoi, une interface où tu as 3 appels avec une API et tu mets à jour ton interface en parallèle, quoi. À voir là. Mais surtout, Ouais, attendre que le résultat soit. Disponible. Tu pars trois tasks et il faut vraiment que tu puisses faire quelque chose et qu'il y en a une qui est complétée. ouais. Ça. En fait, ce que tu aurais pu faire avec un continue with avant, facilement, tu vois. Ouais. Mais c'est un truc que j'utilise pas trop. Donc, je ne me rends pas bien compte à quel point ça va résoudre des vrais problèmes concrets. Là. Mhm. Mais sûrement que les gens vont trouver. Là. Ils l'ont Ouais. pas fait pour rien. Donc, Ils il y a doivent eu de la déjà demande avant. l'utiliser eux-mêmes, je pense, en interne. Ouais. C'est possible. De D'ailleurs, toute façon, il suffit de regarder l'issue, hein, tu vois. Enfin, ils font pas une méthode sans rien. Là. Si tu regardes l'issue initial, il y a forcément un use case qui a été présenté. Et puis, ça. je vous conseille encore une fois le deep.net sur Await là, avec Stephen Toop. Il explique toute la notion de task, mais c'est Ouais. crystal clear, quoi. C'est waouh, c'est propre, Ouais. hein, comme jamais. Ouais. Ok. Vraiment comprendre le concept. C'est pas l'implémentation de .NET, mais le concept, il est clairement Ah, mais expliqué. il parle aussi de l'implémentation, et puis non, c'est beau. Hein. Vraiment une superbe explication. Ouais. Ok. Moi, ce que j'avais vu aussi, bon, il y a tout ce qui touche à l'intelligence artificielle, enfin, tous les nouveaux types.
avec des améliorations sur les vecteurs, sur les tensors, etc., quoi. Bon, Ouais, je ça, suis pas sûr qu'on ait grand-chose à dire là-dessus, là. Au ouais, final, je pense que les gens vont surtout vont pas forcément utiliser ces types-là directement, mais les abstractions qui sont faites au-dessus, c'est ouais. que ce soit ML.NET ou d'autres choses, là. Mhm. J'ai l'impression que c'est ce qui est fait, ce qui est présenté là, c'est plus du bas niveau. Ouais. Ouais, c'est pas tous les jours qu'on utilise ça, quoi. Mhm. Non. T'as J'avais. déjà utilisé des vecteurs dans ton code? Non. Je pense que ça Euh, passerait pas une pull request, là, dans la majorité des cas, là. ouais, j'avais juste un autre truc, c'était le GUID. Et bon, Ouais, ils ont introduit le V7. ouais, c'est ça, la version V7 de la RFC 9562. Ça fait toujours bien ça pendant les repas du soir. Qui permet de créer des GUID qui sont Triable. triés suivant la date. Ouais. C'est ça. Bah, en gros, l'idée, bah, c'est un GUID, ça reste un 128 bits là, qui sont générés semi-aléatoirement, on va dire. Donc, Mhm. l'idée, c'est que jusqu'à présent, les GUID que .NET générait, c'est des GUID V4, si je ne me trompe pas. Donc, ils sont vraiment aléatoires. Et donc, bah, quand tu génères deux GUID et que si tu veux les trier pendant une database où tu as un ID, tu veux que ce soit ta clé primaire, là, bah, tu vas te retrouver avec beaucoup de fragmentation dans ta DB. Donc là, l'idée, c'est qu'avec les GUID V7, bah, quand tu génères deux GUID, ils sont triables par date. Donc, normalement, tu as un ordre. Donc, ça peut éviter de la fragmentation dans les databases en général. Après, il faut faire attention quand même comment c'est envoyé côté database, là, parce que Mhm. tout le monde ne reprend pas les GUID de la même façon en binaire, là. Tu peux quand même avoir un peu de manipulation à refaire. Enfin, celui qui va, sur ton provider qui va se connecter à la DB ou à un service enfin, à la persistance de manière générale, il y a Ouais. peut-être quand même du réordonnancement à faire dans les bits générés, Mhm. mais c'est le but au point de départ, c'est avoir des GUID qui sont triables. Ok. Vous aviez quoi d'autre? Patrick, t'avais. Pour moi, c'est bon. euh, Euh, bon, il y a des petites améliorations quand même. Bah, ils ont rajouté un type, le read-only set. Il y avait des read-only collection, par exemple. Bah, ils ont fait un read-only set. Ah bon? mhm. Ouais. Tu peux trouver, bah, dans les gros changements, il y a la suppression du binary formatter quand même, Ouais. qui par défaut n'existe plus dans .NET. Il faut prendre un package maintenant, un package externe. Mhm. Et puis je crois rajouter un petit flag dans le CSproj aussi. Je suis pas très sûr de ça là. Mais de toute façon, la documentation explique si jamais les gens utilisent encore le binary formatter pour bah, déjà faites attention pour la sécurité, parce qu'il a été supprimé pour ça. Donc faites attention à comment vous Mhm. l'utilisez. Et puis il y a peut-être des meilleures alternatives plus rapides en vrai. Parce que souvent on dit que c'est pour la perf qu'on l'utilise, mais en vrai, il y a d'autres alternatives qui peuvent être plus rapides. Donc à voir. Euh, Qu'est-ce que j'avais d'autre? La gestion des exceptions. Ouais, si on passe plutôt au Git. Ouais, Ouais. bah, quand on lance des exceptions, qu'on les catch, bah, avant, on disait souvent que le catch était un peu lent. Donc, éviter de lancer les exceptions pour les catcher juste après. Bon, il faut toujours pas le faire en général, mais c'est beaucoup plus rapide qu'avant de catcher une exception. Ils ont réécrit cette partie-là pour optimiser les. Ah ouais, ils ont réussi à améliorer la perf. Ouais, j'ai plus le. Bah, faut regarder l'article de Stephen Toom encore là, mais c'est pas, c'est significatif l'amélioration, hein. C'est pas un petit La bug, c'est prochaine fois, vraiment. tu invites Stephen Toub, je crois que c'est plus Ouais, facile. ouais. Va falloir le faire en anglais, fais gaffe, Richard. Ouais, ah ouais. Il y aura pas le choix là. Ouais, Mais ouais, au niveau du GIT, il y a d'autres améliorations que j'ai. Bah, tu sais, ça fait plusieurs versions qu'ils améliorent l'inlining de méthode, par Mhm. exemple. C'est-à-dire que quand tu as une méthode et que dans une méthode, tu appelles une autre méthode, si l'autre méthode, c'est une petite méthode, bah, au lieu de faire un appel de méthode, ils prennent le code de l'autre, ils le mettent directement dans la méthode principale. Et puis, bah, comme ça évite un coût, certes pas très gros, mais un petit coût quand même. Mhm. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont continué d'améliorer ça depuis plusieurs versions. Et cette fois-ci, ça leur a permis de rajouter une nouvelle fonctionnalité qui est bien plus intéressante. Enfin, qu'ils avaient déjà essayé en fait il y a plusieurs versions, mais les gains étaient marginaux. Alors que cette fois-ci, apparemment, ça a l'air d'être vraiment intéressant. C'est de pouvoir allouer un objet sur la stack. C'est-à-dire que normalement, quand tu fais new object ou new ton type, quand c'est une Mhm. classe, ça l'alloue sur ton tas, ça en français, sur Ouais. la heap. Ah, Oui. Ouais. c'est ça. Et bah maintenant, si le JIT est capable de garantir enfin, de comprendre que ton objet, il reste local, donc il va Mhm. pas,
et qu'il n'a pas besoin du fait de la louer sur la heap, il peut la louer sur le, sur ton, sur le, sur la Sur pile, la stack. pile, sur la stack. Stack. Ouais, c'est- je ouais, fais tu peux attention dire sur pour la toi, stack, Richard. donc. Ouais, ça, il la loue sur la stack, et donc ça évite une allocation. Enfin, ça a plusieurs avantages. Ça évite une allocation, donc le garbage collector a rien à faire à ce niveau-là. Mhm. Puis ça permet aussi de dévirtualiser des méthodes. Et donc, au lieu de faire un appel virtuel pour savoir quel overload, enfin, dans quel enfin, Quel tous les override. overrides que tu peux faire, c'est ça. Bah, ça évite de savoir lequel c'est. Vu qu'il a loué le bon objet, il sait exactement quelle méthode il faut appeler. Donc, il peut faire un appel direct à la bonne méthode. Puis, il y a d'autres améliorations qui peuvent rentrer en compte, assez similaires à ce qu'on trouve sur les structs, en fait. Donc, ça peut être Ça intéressant doit être pour un la gros perf. travail, ça, hein, je pense. Ouais. Et donc, l'idée, c'est que maintenant, comme ils inline plus de méthodes qu'avant, en fait, il y a plus de cas, ils sont capables de garantir que ton objet est vraiment scopé localement et qu'il ne va pas être réutilisé ailleurs. Donc, c'est pour ça que je parlais de l'inlining avant. C'est que maintenant, comme ils ont un scope un peu plus grand dans l'analyse, il y a beaucoup plus de cas où cette optimisation-là, elle ressort et elle se fait vraiment utiliser, là. D'accord, très intéressant, d'accord. Je sais qu'ils appellent ça escape, je pourrais en revenir au ref struct. Ils font pareil, mais là ils font compile time et le compilateur, en anglais ils utilisent le mot escape, donc s'échapper on va dire, et le compilateur à ce moment-là il est capable de voir que ça va pas s'échapper. Et dans ces cas-là, il peut te donner plus de latitude pour l'utiliser. Ok. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Sinon, les améliorations, ARM64, forcément, ils ont investi là-dessus. Ouais. On va pas rentrer dans les détails, mais c'est plein de petites choses par-ci par-là pour que ce soit un peu plus rapide. Sachant que maintenant, ils ont releasé leur Snapdragon X Elite, tout ça. Il faut quand même que le reste de l'écosystème suive, on va dire. Ouais, il faut qu'ils arrivent à en vendre déjà. Ouais, C'est apparemment. un autre Ouais. sujet, ça. Ça ne nous concerne pas trop, ça. Ouais. On verra bien, peut-être à l'avenir. Ouais. Puis sachant que tu vois, il y a quand même beaucoup d'autres devices qui marchent sur ARM. Au final, tu vois, les mobiles, souvent, ça marche sur les plateformes type ARM. Puis, ouais, dans les autres améliorations rapides, il y a plus, pour ceux qui utilisent des vectorisations, tu vois, genre les SIMD, il y a plus d'instructions. Ils ont commencé à rajouter le support d'AVX 512, pour ceux à qui ça parle. Je ne suis pas sûr que pour le podcast, ce soit le plus pertinent de rentrer là-dedans, mais en gros, ça leur permet. C'est pas forcément pour que nous on l'utilise, mais dans les classes de .NET, ils l'utilisent aussi beaucoup plus. Et donc, ça permet d'accélérer des méthodes sur par exemple, quand tu fais un index-off sur une string ou un tableau, tu es capable d'utiliser ces instructions-là pour être encore plus rapide. Donc ça, c'est des choses qui Ça, peut-être c'était tu en les utilises pas 2008, directement, mais tu peux quand même en profiter. Ils avaient amélioré IndexOf, qui a priori, tu demandes comment ils font. En fait, oui, avec des instructions type CPD qui traitent plein de, je sais plus, 512 bits d'un coup, je crois. Donc forcément, tu les Avec balances. AVX 512, c'est 512, ouais. Ouais, AVX 256, AVX 128. Ouais. Donc forcément, ça peut aller plus vite. MS Build aussi, par exemple pour les tests unitaires, avec le support des tests en parallèle. Ouais, ça c'est vraiment intéressant. C'est en gros quand tu as un projet qui est multi-targeté, qui target par exemple Net Framework et Net 8 ou Net 9, qui a plusieurs targets. Avant, quand on lançait juste .NET Test, il lançait d'abord les tests sur un des target framework, puis après il lance sur un autre, puis sur le troisième, et ainsi de suite. Maintenant, il est capable de lancer tous les TFM en parallèle. Et donc ça peut sauver pas mal de temps quand on exécute, encore une fois, souvent pour les gens qui font des librairies, parce que dans les applications, on n'a pas besoin de multi-targeter, mais dans les libres, ça peut sauver du temps. Si, moi j'ai mes projets, ils sont multi-framework. Malheureusement. Dans des applications. Ouais, c'est assez rare. Et juste, j'ai vu que il y avait une session dans la build où ils parlaient d'un nouveau framework de test. Ils en avaient l'air très contents, mais ça fait partie de mes milliards de to-do. J'ai pas plus creusé que ça. Tu as des infos là-dessus? En gros, ils veulent vraiment. Ouais, l'idée, en fait, c'est pas le framework c'est pas les frameworks au sens MS Test, NUnit, XUnit ou TUnit, le petit nouveau qui vient de sortir. C'est vraiment la partie, comment dire, la plateforme là, de test qu'ils ont adaptée. Donc, en gros, ce qui est utilisé par VS Test jusqu'à présent. Mais l'idée, c'est que la plateforme existante est limitante déjà, notamment quand tu veux faire tester comment dire,
avec du trimming ou de l'AOT, ce genre de choses, tu pouvais pas vraiment le faire. Donc, ils ont introduit justement cette nouvelle plateforme de faire des tests. Donc, pour les gens, ce sera transparent parce que XUnit va juste commencer à l'utiliser. NUnit aussi, MS-Test l'utilise déjà, je crois. Donc, ça va vraiment être transparent. On n'a rien à changer de notre bord. Mais under the hood, ça va être le nouveau système qui va être plus rapide. Et clairement, il parlait de 30% de gains sur la découverte des tests et l'exécution des tests. Pas sur ce que si ton test fait un thread slip à l'intérieur, ce sera toujours lent là. Mais juste la partie vraiment core de l'exécution des tests, il parlait sur MS-Test, que c'est celui-là qu'ils ont commencé, ils ont commencé à intégrer avec. Il parlait de 30% de gains à peu près. Là. Et dans Donc, la quelque chose démo, de j'ai vu significatif. qu'il parlait aussi de Hot Reload, c'est compatible avec Hot Ouais. Reload. Et c'est aussi compatible, ça va découvrir les tests. Toi, tu es en train d'éditer ton code, et lui, derrière, il montrait une fenêtre qui disait, puisque tu modifies ce code, je sais que ça va impacter tel test, et du coup, quand ton code est compilable à nouveau, automatiquement, tu n'as rien à faire, il va rejouer le test dans sa fenêtre à lui, il va les découvrir. Ce qui est déjà possible avec des outils comme Ouais, nCrunch. ouais, Mais, je vais arrêter ma licence nCrunch. Ouais, c'est ça? non, moi en plus je connais bien Remco qui est derrière nCrunch, qui fait du super boulot. Mais non, après, voilà, après, c'est les gens. Ouais. Donc pour la petite histoire, nCrunch, dans ce qu'il fait, il le fait encore le mieux. Alors maintenant, il y a ça de nouveau, je sais pas. Mais en tout cas, pour ce que je suis sûr, c'est que dans ce qu'il fait nCrunch, c'est lui qui le fait le mieux. Mhm. Sharper essaye de le faire, Microsoft essaye de le faire. Après, maintenant, avec cette nouvelle chose, enfin, ce nouveau tooling, peut-être qu'il le rattrape. Je sais pas. Et une question, est-ce que j'ai pas vu s'ils avaient parlé du nouveau format là, de fichiers SLN? Et C'est Ah SLNX, oui, ouais, c'est pas encore live, hein. je J'en pense avais que c'est de parlé la sur le bêta blog. encore. Ouais. c'est encore de la Ouais, ils bêta. hésitent à le. Ouais, on dirait qu'ils veulent pas. Parce que nous, en tant que tooling, c'est important pour nous parce qu'on doit le lire. Et Ouais. donc, du coup, je suis de près le truc. J'ai pas encore vu ça RTM, hein. Il n'y a pas de Non. date, ils en parlent pas. J'ai l'impression que ça avait peut-être même fuité d'une manière. Peut-être qu'ils voulaient même pas qu'on le sache, en fait, je sais pas. C'est Ils intégré dans ont pas Visual Studio, trop. tu vois. Quand tu es dans Visual Studio, tu peux faire Save As dans le nouveau format. Je l'ai fait sur un de mes projets parce que j'ai eu un conflit sur un Attends, SLN attends. et je me suis dit, En preview, mais pas en live, non? ouais, j'étais sur VS Preview, donc je sais pas C'était si preview, c'est dans la ouais. version stable. Ok. Mais Mais ça ouais, doit j'ai eu un faire conflit sur 3-4 une versions. version. J'ai eu mon Ouais. conflit sur le SLN où j'étais là, je n'avais pas envie de résoudre ça, là, c'est avec les guides et autres. Ce sera l'occasion de tester le nouveau format. Je l'ai utilisé, c'est bien plus clean que Ah Ouais, ouais. l'ancien format. Là. ok. Bien. Vous aviez d'autres choses à voir ou... Bon, Deux on pourra... Ah, c'est bon. petites choses rapidement, je pense peut-être trois là. Il y a une chose qui a l'air de déranger beaucoup de gens, c'est que Nuget check les dépendances transitives par défaut maintenant Oui. pour les problèmes de sécurité. Mhm. Donc ça découvre un peu plus de problèmes qu'avant. Donc ça, clairement, ça peut être un bloqueur pour les gens qui migrent au tooling de .NET 9. Bon, après, ça se résout, hein, comme toujours. Il suffit de mettre à jour ses dépendances ou les dépendances transitives. C'est juste que le tooling n'est pas extraordinaire pour ça, malheureusement. Oui, Et d'ailleurs, dans les C'est deux... assez rigolo parce qu'on bosse exactement sur ça en ce moment. Non, c'est assez rigolo là. Que t'en parles. oui, d'ailleurs, moi, il y a un truc qui m'embête, c'est justement, imaginons que tu as ton projet en .NET 8, quand tu vas dans les dépendances enfin, dans ton NuGet pour voir les packages qui sont obsolescents, il te dit, bah oui, passer en .NET 9, quoi. Tu peux pas dire, Ouais. je veux m'arrêter en .NET 8. Ça dépend des packages. Si tu regardes certains packages, par exemple, si tu prends le Microsoft Site Function Logging ou certains packages comme ça, en fait, même si c'est en .NET 8, tu peux utiliser le package en version 9. Il est compatible en .NET Ouais. Standard 2, tu vois. Donc, ceux-là, tu peux les Mhm. migrer. Par contre, si tu as une dépense sur ASP.NET Core version Ouais. 8, tu peux pas Mhm. passer à la version 9. Il faut que tu sois sur la version 8. Et il te met toujours enfin pas le warning, mais enfin, il met toujours que votre package est obsolète, quoi. Si tu utilises un package qui est vulnérable, il va te le dire. Ouais. Ouais. Mais en version 8, tu as une version qui ne doit pas être vulnérable, normalement, vu que Mhm. vu que c'est toujours supporté. Ouais, sur un PS, ouais. Oui, t'avais d'autres choses à rajouter, Gérald? Ouais. Sur les .NET Tools, donc quand on exécute un tool, c'est en .NET,
Quand tu fais un .NET Tool, en gros, en général, les gens oublient de mettre une option, ce qui fait que si tu fais un .NET Tool pour .NET 8, si les exécuter avec le .NET 9, il va te dire non, j'ai pas la bonne version, je peux pas exécuter. Normalement, quand tu builds ton tool, tu as une option à spécifier pour dire que tu es capable de tourner sur la version au-dessus. Mais comme les gens le font pas, parce que c'est opt-in, et que les gens, forcément, tu vas pas essayer de faire quelque chose qui n'est pas nécessaire au début ou tu le vois pas. Donc maintenant, quand tu lances ton tool, tu as un nouveau flag, genre allow roll forward, je crois, chose comme ça, qui fait que tu peux lancer un tool, même en .NET 9, tu peux lancer un tool qui était prévu que pour .NET 8. Tu peux forcer le behavior. Donc ça, c'est un petite simplification, on va dire. Ça évite les petits... Voilà. Ça évite de devoir réinstaller .NET 8 en parallèle Bref, ça simplifie les choses. Et le dernier point que j'avais envie de parler, c'était au niveau des MS Build qu'ils ont rajouté. C'est quand on dit du C# et les analyzers qui disent qui détectent des patterns, des choses qui sont pas bonnes dans ton code et qui te mettent des warnings, des suggestions, des erreurs. Ils ont fait la même chose dans MS Build directement. Ça, c'est pareil, détecter certains patterns qui pourraient être problématiques. Encore une fois, c'est pas, si tu fais un MS Build vraiment le plus basique où tu as juste des item reference et des packages références et des 3-4 propriétés standards, tu n'auras aucun warning. C'est plus tu fais les choses plus avancées avec plusieurs TFM, Target Framework Moniker, etc. Là, potentiellement, il peut trouver des choses pour t'aider à améliorer ton script et éviter des erreurs. Je crois que pour le moment, il y a juste 2 règles qui ont été mises. C'est plus mettre en place le mécanisme, prouver que ça marche. Là. Puis ils vont sûrement builder d'autres règles pour les futures versions. Là. Donc, attendez-vous potentiellement à plus de warnings en .NET 10. Là. Oui, l'année prochaine, je pense que pour le 10, ils vont essayer de faire quelque chose d'un peu. Ouais, dans les issues, il y avait des idées. C'est juste une question de mettre en place le tooling déjà. Juste mettre une règle ou 2 histoire de dire que ok, ça marche, on a validé. Puis maintenant, ils vont pouvoir builder là-dessus. Ok. Et alors moi, je voulais rajouter quelque chose qui est super important, c'est la possibilité maintenant avec Roslyn de pouvoir analyser ton string pour voir si tu dis que c'est du JSON ou si c'est du XML ou du C#, et comme quoi il est valide ou il n'est pas valide. C'est pas nouveau techniquement, ça existe déjà depuis au moins une version. Ah bon? Pour le JSON, ouais, ça existe au moins depuis c'était la version C# 12 qu'il avait. D'accord, mais là, je dis ça parce que je vois ton post, là. Ouais. Ton post, il date du 18 novembre, alors. Ouais, je sais, mais c'est juste que, pareil, toi, les regex qui sont highlightés, c'est pas nouveau, ça date d'il y a 1 ou 2 versions. Mais ils ont highlighté du C# c'était rajouté récemment dans Roslyn. Pareil, c'est du tooling Roslyn, ça. C'est pas, si tu utilises Rider, tu n'utilises pas, ça n'a rien à voir, là. Donc, ça ne profitera pas de ça. Les Riders supportent plus de langage peut highlighter plus de langage que Roslyn, mais c'est déjà une bonne amélioration. Hein. Ouais, En effet, tu peux même mettre des Roslyn, mais même des warnings de compilation quand tu as eu JSON invalide, tu as dit que tu voulais des options spécifiques. Là. Oui, non, mais moi j'ai un projet où on génère dynamiquement du code à partir de ce qu'a fait la personne, quoi. Donc on a un string où on déclare la classe, on fait un public class, etc. Et donc du coup, avec ça, on peut avoir même à l'intérieur de son string de la coloration syntaxique pour voir ce que c'est plus sympa, quoi. C'est pas fondamental, c'est pas fondamental comme. Non, comme mais c'est agréable fonctionnalité. quand même. Ça permet facilement de voir quand tu fais une erreur, tu as oublié une accolade, tu le vois tout de suite. Là, que justement la coloration marche pas. Donc tu fais mince, j'ai oublié quelque chose quelque part. Puis tu peux le fixer rapidement. Ok, bon, écoutez, je crois qu'on a fait le tour. Enfin, il y aura encore d'autres choses. Il y aurait beaucoup de choses à dire encore. Là. Il y a les blog posts qui sont publiés déjà. Donc, si tu veux aller un peu plus loin, voir ce qui s'est passé dans la cryptographie, dans le HTTP client, les search values qui ont été améliorés, les regex qui ont été améliorés, tout ça. Déjà, les articles sont publiés dans les Wax New. Là. Ok, bon, écoutez, merci messieurs pour ce podcast très intéressant. Je vais pouvoir aller prendre mon 2e cachet d'aspirine. Pas 4 heures entre les deux, normalement. Il n'y a pas un petit délai. On peut faire 3 heures encore si t'as envie.
Bon, bah écoutez, et puis on se retrouvera certainement en novembre ou en décembre de l'an prochain pour parler de C Sharp 14 et de .NET 10. Avec plaisir. Allez, ciao. Bye. Ciao.